Bonjour à tous. Je m'excuserai les technicités de la présentation. Je n'ai pas trop l'habitude de donner des présentations grand public. La dernière fois, c'était en 2009, c'est quand même il y a quelques temps, pour parler de l'UNESCO. Donc, jamais des occasions pour pratiquer. Et j'espère aussi que vous allez me comprendre malgré mon accent. Cette présentation est dédiée au problème de l'énergie noire dans l'univers. Et le message que j'essaierai de faire passer, c'est deux messages en fait. Le problème de comprendre la nature de l'énergie noire a à voir avec la compréhension des concepts de naturalité des lois physiques fondamentales et aussi nos méconnaissances de la nature de cette composant ont des implications assez profondes dans notre compréhension de la structuration de la matière dans l'univers. J'ai conçu cette présentation en trois parties. La première, c'est une brève histoire des évidences observationnelles et dès que j'aurai démontré que ce phénomène, ce n'est pas un phénomène qu'on peut mettre de côté, j'introduirai les problèmes de la nature de l'énergie noire. Et enfin, je décrirai quelles sont nos stratégies pour la mieux comprendre, parce qu'en fait, il y a un aspect méconnu de l'énergie noire, c'est le rôle qu'elle joue dans la formation des structures. La meilleure façon de commencer une présentation de ce type, c'est de commencer par les camemberts cosmologiques, qui est montré ici. Dans ces camemberts, il y a la contribution de tous différents composants des matières dans l'univers. J'espère que c'est ça les boutons. Voilà. Les dernières 20 ans d'observations cosmologiques nous ont montré qu'en fait, la matière telle que nous la connaissons dans les laboratoires de physique, faite d'atomes, de molécules et de particules fondamentales, ne constitue que quelques pourcents du budget total des contenus des matières dans l'univers. Le reste est invisible à nos yeux. Et cet invisible, en fait, est constitué de matières non baryoniques, donc n'est pas décrit par les interactions décrites dans les modèles standards de la physique des particules. Mais ce qui est encore surprenant, donc on a un modèle, mais ici il y a la surprise. La surprise, c'est que dans cet univers invisible, on distingue les composants par l'effet que leur interaction gravitationnelle est différente. En fait, nous savons qu'ils sont là parce qu'ils induisent des interactions gravitationnelles sur la matière visible que nous sommes capables de détecter, mais on voit qu'il y a des composants différents parce que leur gravité est différente. En fait, si on regarde dans les structures cosmiques, comme a été bien introduit par Hélène, on trouve des grandes concentrations de matière noire. Et cette matière noire est là parce qu'elle génère une gravité suffisamment puissante pour tenir ensemble les galaxies dans les amas et les étoiles dans les galaxies. Alors que quand on regarde aux espaces cosmiques, on trouve un autre composant qui génère une sorte de gravité répulsive qui nous apercevons comme une expansion accélérée du taux d'expansion cosmique. Et en fait, l'origine, la découverte de cette composante date de la fin des années 90, quand des équipes ont testé les diagrammes d'Abol à grand décalage vers le rouge, en utilisant des observations des supernovas type 1A. Ces supernovas, en fait, sont des événements cataclysmatiques où il y a l'explosion d'une étoile. Et donc, ils sont des phénomènes très lumineux, donc observables à très grande distance. Et ce qu'ont montré ces équipes, c'est qu'en fait, les supernovas, avant tout, ils sont des chandelles standards. Ou mieux, ce sont des chandelles standardisables, dans le sens qu'il y a certaines caractéristiques dans leur courbe de lumière qui nous permettent de remonter à leur luminosité intrinsèque. Et donc, par comparaison avec la luminosité apparente, on est capable de mesurer les distances. Et donc, avec cet exercice, il était capable de montrer que les supernovas les plus distantes, en fait, ils sont plus lointains de ce qu'on s'attend dans un univers qui est décéléré. Et ces observations-là pouvaient être expliquées que si l'univers en était en expansion accélérée. Or, ça, c'est le diagramme d'Abol en 1998. En 2014, a été rempli avec énormément de mesures grâce à différentes campagnes d'observation. Donc ici, il y a à peu près 1000 points, alors qu'en 1998, il y avait une soixantaine. Ça n'a pas empêché à l'Académie des sciences suédoises d'attribuer les prix Nobel en physique 2011 à Adam Riess, Fabian Schmidt et Saul Perlmutter pour la découverte de l'accélération. Mais la chose importante, c'est en fait, je reviendrai tout à l'heure sur ce point, ces observations de supernovas impliquent que dans l'univers, il y a un composant qui fait à peu près 70% du contribut énergétique et est caractérisé par une pression négative qui est nécessaire pour causer cette accélération de l'univers.
Mais en fait, à la même époque des supernovas, il y avait aussi des évidences indirectes. En fait, il y avait les premières mesures par ballon du fond diffus cosmologique qui ont permis de démontrer, avec pas la statistique qu'on a avec Planck, mais tout à fait montrer que l'univers a une géométrie plate. Ça veut dire que la somme de toutes composantes doit se résumer à n. Si vous voulez, le camembert cosmique est entier, il n'y a pas de pièces manquantes. Et la deuxième observation, c'était les relevés des galaxies qui mesuraient le niveau de structuration des galaxies d'un univers à très grande échelle et qui suggéraient en fait qu'il y avait seulement 30% des matières baryoniques et matières noires. Donc, si vous faites oméga x moins n moins oméga m oméga b, vous trouvez quelque chose qui est différent de zéro, donc il doit avoir une composante invisible. C'était cette énergie noire. Mais aujourd'hui, avec Planck, on n'a pas même besoin de supernova pour être capable de dire qu'il y a un problème énergie noire dans l'univers. Ça, c'est une planche issue des papiers de la collaboration Planck qui montre en fait les régions de confiance des paramètres de l'abondance de matière dans l'univers vers cette quantité d'énergie noire. Un diagramme comme ça, on le lit de cette façon. 0,60 et 0,45, c'est au-dedans de ce cercle, donc il est compatible à des sigma avec les données. Si vous êtes au dehors, ils deviennent moins et moins statistiquement consistants avec les données. Vous voyez que si vous prenez seulement les mesures du fond diffus cosmologique, de la température, polarisation et de la cross-polarisation, ça fait une incertitude assez large. Mais dès que vous ajoutez les mesures du lensing qui ont été montrées juste avant par Jean-Loup, les barres, cette ellipse se réduit dans cette région-là où vous n'avez pas... c'est vraiment impossible au niveau statistique qu'il n'y a pas d'énergie noire. Mais en fait, ça, c'est seulement du jeu statistique, si vous voulez. Mais je suis physicien, donc je vais à la physique. Et en fait, dans les CMB, il y a une trace physique de l'accélération de l'univers. En fait, quand vous avez les photons du fond diffus cosmologique qui arrivent des grands redshifts et ils traversent des régions où il y a, par exemple, des amas de galaxies, et ces amas se trouvent à des distances où l'univers a commencé à accélérer, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Comme les photons ils tombent de l'appui des potentiels, il va gagner de l'énergie. Mais comme l'univers accélère, à la sortie, il va trouver en fait un puits de potentiel qui est plus basse, parce que l'accélération va tirer les potentiels gravitationnels. Donc quand ils sortent, ils perdent moins d'énergie parce qu'ils doivent remonter la crête. Ils perdent moins d'énergie de ce qu'il a gagné, donc il y a une fluctuation des températures du CMB produite par ces effets. Or, cet effet-là, en fait, il est mélangé, si vous voulez, dans les spectres de puissance des anisotropies que Jean-Loup a montré, donc il n'est pas détectable tout directement. Mais ce que ça veut dire, c'est que si je fais une cross-corrélation entre les cartes du fond diffus cosmologique et la distribution des structures dans l'univers, et je trouve qu'il y a une corrélation positive, une corrélation angulaire, alors ça veut dire qu'effectivement, il y a ces effets-là, qui s'appellent l'effet Sachs-Souffle intégré, qui, dans un univers plat, peut être seulement produit par un univers accélérant. Et justement, la collaboration Planck a regardé à cet effet-là et a corrélé les cartes de Planck avec plusieurs relevés des galaxies. Il a trouvé toujours un signal positif. Donc voilà, il y en a une autre évidence qu'il y a un problème d'énergie noire dans l'univers. Or, il y a un problème d'énergie noire, donc il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'énergie noire? Alors, il a déjà mentionné, dans les modèles standards, on a un candidat à cette énergie noire. Et il faut avant tout se rappeler que les modèles standards à deux piliers, se basent sur deux piliers fondamentaux, sont les principes cosmologiques qui nous disent que l'univers est homogène et isotrope, et l'autre, c'est l'équation de la réalité générale qui nous donne les cadres mathématiques pour construire des prédictions quantitatives des observables que nous allons tester avec les observations. Mais l'équation de la réalité générale, en fait, ne sont écrites de la façon la plus générale possible ici. De la façon la plus générale possible, on peut toujours ajouter une constante. C'était la constante cosmologique introduite par Einstein pour des raisons philosophiques qu'on a entendues dans la présentation de Jean-Philippe. Et en fait, on peut démontrer, c'est des calculs, donc je saute les calculs, que cette constante-là, on peut la décrire comme un fluide qui a une pression qui est négative. En fait, on dit qu'il y a une équation d'état, ça veut dire le rapport entre pression et densité qui est égal à -1. Et si vous mettez cette composante dans l'univers qui a une métrique qui on dit free Barrow-Bersol-Wolken, ça veut dire qui obéit à l'homogénéité et à l'isotropie,
on peut estimer les paramètres de décélération de ce taux d'expansion et on trouve qu'en présence d'un constant cosmologique qui va devenir négatif, ça veut dire que l'univers va accélérer. Or, pourquoi alors, on a un candidat à cette énergie noire, pourquoi c'est un problème? Bon, il y a deux côtés de la médaille. Le premier côté, c'est de dire, bon, il s'agit d'une constante géométrique. Il est là, il fait partie de l'action de Hilbert-Einstein, à partir de laquelle on peut dériver l'équation d'Einstein. Mais tout soudain, on se rend compte du fait que, de cette façon-là, la gravité est assez spéciale. En fait, pour ceux qui ont une formation de physicien, vous savez que les forces sont décrites à partir des théories des jauges. Et dans ces théories des jauges, il y a une constante, qui c'est la constante de couplage, qui détermine l'intensité de l'interaction entre les composants des matières. Et ici, il y a une constante de couplage, c'est la constante de Newton, qui détermine l'interaction gravitationnelle, son intensité, entre les objets faits de masse. Mais ici, dans la gravité générale, donc, on a deux constantes. Une constante multiplicative de couplage, la constante de Newton, fait du sens, et après, on a une constante additive. Mais c'est la première constante additive qu'on a dans toute la physique fondamentale. Il n'y a pas d'autre constante additive. Même la constante C, c'est une constante de couplage. Ça couple l'énergie à la masse. Les constantes additives en physique, ça ressortent ou des conditions initiales ou des conditions à bord. Et en général, on les met toujours à zéro parce que c'est commode de faire comme ça. Mais ici, on peut bien mettre à zéro. L'univers nous dit qu'il faut la tenir. Et d'ailleurs, donc, il y a un problème de naturalité de la relativité générale en présence d'un constant cosmologique. Et ça, c'était une question qui s'était posée Einstein lui-même. D'ailleurs, il y a une note dans la traduction en anglais du bouquin de Pauli sur la relativité générale qui dit qu'Einstein, en fait, était tout conscient de ces problèmes et qui a réfuté cette hypothèse de la constante. Et d'ailleurs, dans une lettre d'Einstein à Lemaitre en 1947, c'est Einstein lui-même qui dit l'introduction de telles constantes implique une considérable renonciation à la simplicité logique de la théorie. Et dès que j'ai introduit ce terme, j'ai toujours une mauvaise conscience. Je ne peux pas croire qu'une chose tellement laide est réalisée dans la nature. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, c'est difficile à imaginer que c'est un constant géométrique. On peut penser que, par contre, c'est une contribution des champs des matières qui se comporte comme un constant cosmologique. Dans les années 68, mais aussi avant, il y avait des travaux de Pauli et de Lemaitre qui augmentaient ce point. Il y a les fluctuations du vide quantique qui peut se comporter comme une constante cosmologique. Ça, c'était montré par ces papiers de Zeldovich, ici les calculs. Or, l'énergie du vide, en fait, il reçoit les contributions de toutes les particules virtuelles de la théorie qui votre théorie des champs décrit. Mais cette théorie a une sorte de régime de validité. Par exemple, on imagine que s'il y a de la supersymétrie, elle commence à être valide au-delà du téraélectron-volt. Donc, ça veut dire qu'au-delà, par exemple, du téraélectron-volt, il n'y a pas d'énergie du vide parce que la supersymétrie va effacer les différents diagrammes de Feynman et donner contribue 0 à la constante du vide. Mais par contre, jusqu'à quelques téraélectron-volts, il y a la contribution de tous les autres champs qui ne sont pas supersymétriques. Et donc, on devrait avoir ici une constante cosmologique, mais si on la compare aux valeurs observées, on trouve 60 ordres de grandeur de différence. Donc, ça fait un fine-tuning monumental. Donc, à nouveau, un problème de naturalité de la physique qui se manifeste avec la constante cosmologique. Cela a suggéré que peut-être l'énergie noire n'a rien à voir avec la constante cosmologique, et donc il faut prendre autre piste. Une des pistes potentielles, c'était introduire, comme il y a de la matière noire, peut-être il y a une sorte d'énergie noire qui est décrite par d'autres champs de matière. Ou par exemple, au lieu d'être ça, c'est une modification de la relativité générale, donc des équations d'Einstein modifiées aux très grande échelle. Moi, pour cette présentation, en fait, je ne vais pas dans les détails de tous différents types de modèles d'énergie noire, qui peut montrer ou l'intelligence ou la non-intelligence de la race humaine. Mais pour moi, c'est plutôt une approche phénoménologique. Moi, je fais une catégorie tous ensemble de tous ces modèles en disant, bon, je suis intéressé à comprendre s'il y a de la dynamique dans les phénomènes d'énergie noire, et donc je les traite comme un fluide avec une équation d'état qui dépend du temps, alors que dans le cas de la constante cosmologique, ça c'est un chiffre, c'est -1. Alors, qu'est-ce que nous disent les observations si on se pose la question si l'équation d'état de l'énergie noire n'est pas -1? On prend les données de Planck, on prend des données extérieures, et par exemple, on va comprendre les paramètres d'une équation d'état linéaire, ça veut dire la valeur d'aujourd'hui et sa dérivée première dans les temps. Et ce qu'on trouve, c'est que même avec les données de Planck, on n'est pas capable de comprendre vraiment cet espace de paramètres. Parce que même si vous prenez la combinaison la plus contraignante, ici, vous avez des valeurs où il y a beaucoup de dynamicité.
Ça veut dire que le modèle à constant cosmologique est autant bon qu'un modèle avec une énergie noire qui est très dynamique. Les données ne sont pas capables de les distinguer. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour aller distinguer si dans l'univers il y a une constante cosmologique ou il y a un composant dynamique qui est la responsable de l'énergie noire. Alors ça, il faut regarder la structuration de l'univers. Alors, je vous avoue que pendant toute ma carrière, en fait, j'ai toujours bataillé pour faire passer ce point, c'est que le phénomène énergie noire, ce n'est pas un phénomène limité aux grandes échelles. Ce phénomène a un impact sur toutes nos connaissances des mécanismes de formation des structures. Et donc, dans la suite de cette présentation, je vous montrerai cela. En fait, dans l'effondrement gravitationnel, ça a été déjà mentionné dans les précédentes interventions, on regarde l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire à la croissance par une instabilité gravitationnelle des petites fluctuations de densité de la matière. Alors, aux grandes échelles et aux temps primordiaux, ces contrastes de densité sont assez faibles, donc on peut suivre ce collapse comme un phénomène linéaire. Ça veut dire que votre tractation mathématique est assez simple, il faut juste linéariser l'équation d'Einstein, et vous pouvez faire votre prédiction juste en résolvant des équations différentielles. Tout couplé, mais bon, c'est encore faisable. Mais des moments que dans la phase finale du collapse et où les structures comme l'Aniakea se forment, en fait, les contrastes de densité sont beaucoup élevés. Sont beaucoup élevés d'un point de vue cosmologique, pas d'un point de vue astrophysique, hein, parce que ça, c'est toujours source de confusion. La densité de l'univers est assez bas, et ça, on parle des structures qui ont 200 fois la densité de l'univers qui est encore assez bas. Ce n'est pas un trou noir, ce n'est pas une étoile de neutrons, ce sont des choses assez faibles, donc les effets de réalité générale sont assez négligeables. Donc, en fait, on peut traiter tout le système comme un système à peu près newtonien. Le problème, c'est qu'au moment où les contrastes de densité deviennent élevés, les collapses deviennent un phénomène assez non linéaire. Il y a un mélange d'échelles. Ici, c'est un petit carton qui montre en fait toutes les structures se bousculent, commencent à se mélanger, à fusionner. Donc, vous n'êtes pas capable de suivre ces collapses de façon théorique. Il faut passer à une traitation où les équations ont une solution numérique. Et l'objectif, éventuellement, est de résoudre les phases finales de ces collapses où la matière noire se stabilise dans des objets compacts qui sont les halos. En fait, l'Aniakea, c'est un halo de matière noire qui contient toutes les galaxies qui sont tombées au-dedans. Pour comprendre ça, il faut faire référence à la simulation numérique. Donc, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur la simulation numérique. Et en démo, je peux dire seulement comment ça marche. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ce serait juste un autre colloque. On commence avec de façon. Vous imaginez qu'il s'agit d'une expérience in silico. Vous prenez un morceau, une région de l'univers, vous décidez quelle région, de quelle taille vous voulez simuler. Vous jetez dans cette boîte virtuelle des macroparticules qui sont des transferts du champ de densité. Et vous les jetez dans cette boîte de façon que les propriétés statistiques de cette distribution spatiale sont cohérentes avec les propriétés statistiques qu'on observe dans l'univers observé. Après, vous allez utiliser des algorithmes numériques qui résolvent les équations de la dynamique en présence du champ gravitationnel généré par chaque composant. Vous laissez la machine tourner et après beaucoup d'efforts, vous êtes capable d'arriver à aujourd'hui et vous analysez la distribution des particules. Les problèmes qu'on s'est posés à l'Observatoire de Paris, c'était de comprendre dans quelle mesure différents modèles d'énergie noire qui ont de différentes évolutions dynamiques, mais qui sont en accord, comme les lambda SVM avec les observations, permet de se distinguer un de l'autre à travers les structures. Je regrette, la qualité des images a perdu tous les contrastes qui étaient nécessaires pour faire voler mon point. Mais ici, à grande échelle, en fait, donc les modèles qu'on a simulés sont des modèles qui sont représentés en bleu, vert et rouge. Et quand ils se supposent, les trois couleurs donnent blanc, et donc signifie que la structuration est à peu près la même. Et ici, on peut voir que c'est exactement le cas. On voit du blanc de partout parce qu'on est sur de très grandes échelles. Donc ça, on commence à Outredshift 9 et on va jusqu'à aujourd'hui. Mais comme on commence à faire du zoom dans les structures, donc dans les halos, on voit qu'on commence à voir les couleurs. Donc ça veut dire que la structuration à petite échelle dans les régimes non linéaires n'est pas la même. C'est caractéristique à chaque modèle cosmologique. Et en fait, pour faire un peu de pub, on a notre production cinématographique locale. Je voulais vous montrer cette vidéo qui bien souligne la formation d'un halo assez massif de matière noire
dans les trois cosmologies, avec une simulation avec ces caractéristiques, donc c'est un volume de 160 mégaparsecs. On démarre, on est sur des fluctuations à grande échelle, c'est blanc, mais comme les petites structures commencent à se former, on voit des différences qui distinguent les trois modèles cosmologiques. Donc ici, c'est la formation des structures qu'on appelle bottom-up, donc les plus petits se forment et vont constituer les structures les plus grandes. Et clairement, il y a des différences. Donc ça veut dire que si on effectue des observations qui vont cibler ce type de structure, on devrait ajouter des informations sur notre espace de paramètres qui n'étaient pas capables de comprendre avec l'échelle CMB. Alors, cela, c'est juste une analyse qualitative, mais comme on a réalisé différentes analyses quantitatives sur différents observables, type le spectre de puissance des matières, l'abondance cosmologique des halos des matières noires ou la structure interne des halos les plus massifs, on trouve qu'il y a des empreintes caractéristiques de la dynamique. Et en fait, ce n'est pas seulement qu'on a répondu à une question importante pour comprendre quel type d'observable il faudrait aller regarder pour distinguer la dynamique de l'énergie noire, l'éventuelle dynamique de l'énergie noire, mais en fait, nos travaux ont répondu à un débat de longtemps. En fait, à partir des années 70, il y avait deux écoles de débat. C'était est-ce que les collapses non linéaires qui déterminent la formation des structures non linéaires est universel? Ça veut dire, justement, le système devient non linéaire, donc il oublie son passé et les collapses, la formation des structures reste universelle. Ou par contre, il y a un effet de mémoire qui fait que les structures... 5 minutes. Je suis presque à la fin, merci. Ou par contre, c'est un collapse qui porte les traces de l'histoire évolutive de l'univers. Et en fait, nos travaux ont permis de répondre à ces questions, et clairement, la réponse est oui, le collapse linéaire n'est pas chaotique, mais il porte une trace, en fait, c'est comme un système stochastique soumis à un bruit qui est corrélé. C'est l'équivalent, je dirais. Or, jusqu'ici, j'ai montré les collapses de la matière noire. Qu'est-ce qui se passe au gaz? À la fin, nous, on voit des structures qui sont faites de matières visibles. Mais dans les éthers visibles, il y a d'autres processus que la gravité. Il y a aussi les interactions électromagnétiques, il y a le chauffage, il y a tout ça. Est-ce que ça va effacer la trace de l'énergie noire? Bon, et j'ai aussi une réponse à ça, ou un bout de réponse. En fait, il faut considérer que ce gaz va tomber dans les puits de potentiel générés par les halos de matière noire. Et donc, il tombe de façon conséquente à comment l'halo de matière noire s'est formé. Donc, si l'halo de matière noire s'est formé et lui dépend de qu'est-ce que c'est l'énergie noire, aussi la façon où le gaz va collapser au-dedans va ressentir cela. Bien sûr, il va le ressentir seulement si les collapses se passent à des temps très récents, quand l'univers commence à accélérer. Mais bien sûr, il y a d'autres mécanismes. Et donc, beaucoup de la communauté en fait, qui fait la formation des galaxies, et Françoise peut m'être témoin, se focalise plutôt sur les mécanismes de feedback, les mécanismes qui sont centraux pour la formation des étoiles dans les galaxies. Mais on peut se poser la question de quel est le rôle de la cosmologie dans ces processus-là. Et en fait, il n'y a pas de travaux, beaucoup de travaux scientifiques sur cette question, aussi parce que c'est difficile de l'aborder à cause de la complexité des simulations numériques nécessaires à y répondre. Mais on a commencé, il y a un postdoc, Camilla Penzo, dans notre groupe, qui en fait, pendant sa thèse, elle a justement abordé la question de la formation des étoiles dans différents modèles d'énergie noire caractérisés par différentes dynamiques. Des modèles qui sont tous en accord avec le CMB au même niveau que lambda CDM. Et avec les mêmes modèles de formation d'étoiles, elle trouve que la quantité d'étoiles qui se forment dans un halo de différentes masses dépend fortement de quel modèle d'énergie noire vous avez choisi. Et ici, par exemple, si la formation d'étoiles, les taux de formation d'étoiles, comme fonction du temps, aussi est en forte corrélation avec les propriétés du modèle d'énergie noire. Donc ça, c'est encore des travaux, c'est encore un champ de recherche qui a besoin de se développer. Mais clairement, à cause du fait que l'énergie noire participe à altérer les collapses gravitationnels des objets, il est présent de partout. Clairement, il y a des échelles auxquelles je doute qu'il y aura des effets. C'est l'échelle des systèmes solaires, les échelles au-dedans d'une galaxie, parce que là, le système est vraiment devenu suffisamment chaotique pour oublier son origine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur? Bon, le futur est lumineux, parce qu'on a plusieurs programmes observationnels, en particulier la mission Euclide.
Donc il y a toutes sortes de mesures qui seront faites grâce à cette cartographie du ciel des galaxies jusqu'à Redshift n. Mais ce que je vais souligner, c'est qu'en fait, la partie plus importante de la mission, c'est la mesure du cisaillement gravitationnel des galaxies défendues par la distribution des matières sur l'avant-plan. Et ça, ça permet des mesures assez accurées de la quantité de de la quantité de matière qui est clustérée et son taux de croissance et d'évolution. Et donc ici, par exemple, c'est des mesures d'un spectre de puissance qui montrent la différence entre différents modèles cosmologiques. Donc, on espère qu'avec Euclide, on aura plus d'informations. Et je vous laisse les conclusions à lire. Merci. Y a-t-il une question? Edouard Voisin. Oui, merci de cet exposé très brillant, mais je suis perdu à de nombreux niveaux. Le premier, les lois de la physique nous disent quand même qu'il y a des fluctuations du vide, et donc l'argument de Zeldovich est large, c'est bien qu'il donne une constante cosmologique absurdement fausse, quand bien même il y aurait de la supersymétrie. Néanmoins, les autres modèles doivent expliquer pourquoi ces fluctuations du vide sont fausses. On ne peut pas s'en passer, sinon on change de physique. Donc il y a quand même un problème de base qu'on ne peut pas évacuer, qui est là. Deuxième question, à voir avec le oméga égale 1. Je vais revenir là-dessus. Les théoriciens des cordes nous disent on n'est pas capable de calculer la constante cosmologique, et peut-être qu'elle n'est pas calculable, peut-être qu'après tout, il y a beaucoup d'univers différents, et il se trouve qu'on est dans l'un de ce qui était possible, et c'est celui-là. Bon, façon de renoncer à faire de la science un tout petit peu. Ils ont l'abominable principe anthropique et pour expliquer pourquoi cet univers a permis que nous soyons là aujourd'hui pour en parler. Mais cela dit, si d'autres univers étaient possibles, ça veut dire que ce oméga égale 1 alors est totalement accidentel. Et donc, oméga égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire à combien près? Je sais bien que l'univers est asymptotiquement plat, mais est-ce qu'il est rigoureusement plat? Est-ce qu'il peut... enfin, il y a des problèmes là. Qu'est-ce que ça veut dire que oméga égale 1? Oméga, c'est Patrick qui va nous le dire, c'est la théorie de l'inflation. Moi, je ne suis pas expert de l'inflation, mais on a développé des réponses physiques à un problème qui est oméga égale 1. Après, s'il y a des multivers, ça ne me semble pas une question scientifique. Voilà. Réponse, visiblement, parce qu'Edouard n'est pas satisfait. Non, non, pas de réponse supplémentaire. Mais sur le fond, moi, je suis un peu... Bon, c'est peut-être parce que je l'ai eu comme prof, alors je suis d'accord un peu avec Jean. Donc, je ne sais pas exactement ce que tu entends. Donc, il y a deux choses. Dans le oméga, il y avait le oméga total. Donc, il y en avait un, c'est une normalisation. Donc, celui-là, de toute façon, il peut être égal à 1. La question qui était, donc, est-ce que la courbure spatiale, elle, était zéro? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que notre univers est proche d'un univers spatialement euclidien? Ça, a priori, il n'y a aucune raison pour cela. C'est-à-dire que même si tu pars... Donc ça, c'est des travaux que les gens avaient fait déjà dans les années 70. Tu prends les équations de Friedman, tu les regardes comme un système dynamique et tu te poses la question de savoir est-ce qu'un univers plat est un attracteur de la dynamique? Et en fait, tu te rends compte que non, c'est bien le contraire, c'est un répulseur, c'est un point fixe, instable. Et c'est pour ça que les gens ont invoqué cette phase d'inflation pour se dire, dynamiquement, on va être rapproché suffisamment proche de ce point attracteur. Donc là, c'était une version un peu reverse engineering d'introduire l'inflation, de se dire, on voit ça, c'est pas naturel, il faut rendre ce qui n'est pas naturel, naturel, et donc transforme ce qui est un répulseur en attracteur. Donc ça, est-ce que c'est une réponse valable telle qu'elle, non, mais ça donne une piste pour essayer de construire un modèle qui, lui, va être basé sur de la physique, donc les modèles d'inflation qui, eux, vont vouloir introduire un champ scalaire. Et là, la question se pose de savoir à partir de quand est-ce que tu considères que ce nouveau champ que tu introduis de façon ad hoc pour reproduire ce que tu vois est un vrai champ scalaire est un champ scalaire que tu dois considérer au même titre que tes champs scalaires du modèle standard de la physique des particules. Donc, et ça, c'est une question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais je pense qu'il faut toujours prendre les différentes conclusions avec ce qu'elles valent. C'est-à-dire qu'il est clair que si on prend stricto sensus la relativité générale plus le modèle standard de la physique des particules, aujourd'hui, on ne crée pas de modèle cosmologique qui est compatible avec ce que l'on observe.
Et donc, le secteur sombre dont tu parles, pour moi, c'est juste la preuve de dire il existe d'autres degrés de liberté. Ils peuvent être de nature physique, ils peuvent être de nature géométrique. Ces nouveaux champs, ils peuvent avoir certains couplages. Et je pense que le jeu, c'est d'essayer aujourd'hui, via les observations, de mettre une contrainte sur la nature physique. Est-ce que c'est des spins 0, 1, 2, ce qu'on veut? Et est-ce qu'ils couplent au champ que l'on peut observer? Et comment est-ce qu'on peut contraindre ça? Et donc, on a un espace des paramètres, on peut faire des classes d'universalité de ces modèles et raffiner jusqu'au jour où on aura cerné les choses pour peut-être proposer un modèle. Et tu parlais des théories des cordes. In fine, de l'autre côté, ces modèles-là doivent donner des modèles basse énergie. Et un jour, on espère, on doit se rencontrer. Là, je pense que, voilà, donc tes questions sont super légitimes, mais en fait, elles sont très prématurées par rapport à l'histoire de ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est juste, tu enfonces un doigt sur notre ignorance. Mais... Jean-Loup Puget. Juste un mot pour compléter les observations Planck qui viennent d'être montrées avec la meilleure mesure de l'écart à oméga égale 1 pour Planck, c'est 5%. Quand on rajoute l'information venant de la formation des structures, donc les BAO, etc., ça descend à 1 pour 1000, plus ou moins 4 pour 1000. Donc pour l'instant, si on rajoute quelque chose qui n'est pas du tout le CMB, mais qui est les grandes structures, ça réduit encore. Bon, ça, c'est la réponse observationnelle. Ce n'est pas la réponse à ta question complète. Bien, merci. Merci beaucoup. On va passer à l'orateur suivant.